Partie 2 de cet épisode spécial en direct de Batibo, un épisode en collaboration évidemment avec Imovlan. Et pour cette deuxième partie, on va parler argent, accès à la propriété et financement avec encore une fois un beau panel d'experts. À mes côtés, on ne pouvait pas parler argent et chiffres sans l'homme qui murmurait aux oreilles des banquiers. Monsieur Anthony Urbain, bonjour. Salut Davy. Quel bel accent, quelle belle chemise. Beau gosse ici. Il a fait tomber ses lunettes. Oui. Ah. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Merci Anthony, merci d'être là. Eric Spitzer, c'est grâce à toi qu'on est ici. CEO d'Imovlan, merci d'être avec nous. Mais c'est toujours un plaisir et bienvenue à tous. Et on sait aussi qu'avec ton franc-parler, on aura certainement des petits coups de gueule, des petits coups de cœur et surtout aussi beaucoup de bons plans. Et alors un nouveau visage que tu as invité, je pense, Eric, c'est pas n'importe qui puisque c'est Émeric de La Tour et Petit. Merci Émeric d'être là. Merci de me recevoir. Et de partager quelques minutes avec nous. C'est une première pour toi. Tout à fait, c'est une première dans le rendez-vous des proprios et j'en suis important. Ravi, merci beaucoup. Je vais aller vérifier juste après si vous avez liké la page Instagram et la chaîne YouTube évidemment. Tout à fait. Je vais vérifier, attention. Tout à fait. Évidemment, je vous invite à vous qui êtes ici en direct de Batibo de poser toutes vos questions sur le WhatsApp de l'émission 0472 72 72 et vous qui nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas aussi à réagir puisque même si l'épisode ne sera pas en direct sur YouTube, nos experts sont connectés. On va avoir tout au long de cette émission pendant plus d'une heure plein d'invités. Sylvain va revenir, Sylvain de Century 21, Ken Van Petegem de WeInvest, plein d'autres invités très sympathiques. Énormément d'agents immobiliers là-dedans. Beaucoup d'agents immobiliers. Beaucoup d'agents immobiliers. Terrible ces agents immobiliers. On va faire un épisode sur les secrets des agents immobiliers. Pendant Batibo, ils sont là. Hein. Ils sont là, c'est important. Bon, les amis, parlons argent, parlons 2 secondes de l'accès à la propriété. C'est un vrai sujet. On le voit là, les élections arrivent. On voit les partis commencer à s'agiter. Les premières mesures qui tombent, c'est pour l'accès à la propriété, notamment chez les jeunes. On peut même dire aujourd'hui, même chez les moins jeunes, aujourd'hui c'est compliqué. Si on devait faire un peu un état des lieux, Eric, un peu sur l'accès à la propriété, on dirait quoi aujourd'hui ? Compliqué parce que pour un jeune, compliqué pour tout le monde, mais très compliqué pour les jeunes, voire presque impossible. Alors je voudrais pas flanquer le moral par terre, flanquer le bourdon à tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose de difficile, simplement pour plusieurs raisons. Un, les prix de l'immobilier sont beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans. 2, les banques prêtent un peu moins. 3, les taux d'intérêt augmentent. Donc, on rajoute ces 3 éléments. Ça fait un cocktail qui fait que ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, le jeune qui veut acquérir son premier bien, qui n'a pas spécialement, on va dire, la famille derrière lui pour lui avancer un peu de sous, il doit vraiment essayer de trouver des solutions et d'être inventif parce que c'est de plus en plus compliqué pour lui. On va creuser cette question de l'accès à la propriété. Je sais que ça vous passionne, vous qui nous regardez, qui nous écoutez maintenant depuis plus d'1 an. L'accès à la propriété, c'est vrai que là, le constat que tu viens de poser, il est pas dingue. Il existe des solutions, Anthony, et tu vas nous en partager quelques-unes. Mais aujourd'hui, à partir de quel salaire, finalement, on peut se dire, OK, je peux aller à la banque et on va bien m'accueillir ? En salaire net. C'est pas qu'une question de salaire et tu le sais bien. Oui, je sais que avec 2005, on peut acheter. Bien sûr. Oui, on peut acheter avec 2005. Bien sûr qu'on peut acheter avec 2005. Tout dépend ce que tu vas chercher. Voilà. C'est-à-dire tu cherches à, comme disait je crois que c'était Ken qui disait ça, tout le monde veut sa maison 5 chambres à Waterloo. Bon, évidemment, tout le monde ne peut pas acheter sa maison 5 chambres à Waterloo quand il a 30 ans. Je tire le trait, évidemment. Moi, j'ai une chose, pour moi, importante. Commencer tôt à acheter. Quitte à acheter quelque chose de petit. Et ici, tu vas me contredire, ou pas, j'espère pas. Les banques prêtent pas. Les banques prêtent difficilement. Les banques demandent beaucoup plus d'apports et les taux ont augmenté. Bon, les taux ont augmenté, ça c'est sûr. Les taux ont augmenté. Est-ce qu'ils ont surtout augmenté très vite? D'accord? Les banques prêtent pas ou elles prêtent pas beaucoup. Les banques te connaissent pas. Et quand les banques te connaissent pas, les banques, elles vont moins te prêter. Si jamais la relation avec le banquier est primordiale, tu peux avoir quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois. S'il a décidé de pas payer son crédit hypothécaire, il va pas payer son crédit hypothécaire. Si tu commences à acheter déjà, je dis un petit studio pour débuter, premier pas, et que tu te crées une relation avec ton banquier, et il voit que ça fait 5 ans, que ton petit studio, tu l'habites, il est loué, qu'après tu payes ton crédit tous les mois, il n'y a jamais eu rien du tout. 2, tu fais une réévaluation de ton studio au bout de 5 ans. Et il voit que, sans être le pro de l'immobilier, la valeur du studio a augmenté par rapport au prix auquel tu vas l'acheter. Quand tu viendras chez lui pour acheter ta maison,
vendre le studio, acheter ta maison, acheter un deuxième studio, un deuxième appartement, tu vas te faire accueillir. Le banquier, il est rassuré par toi. Maintenant, il faut que les chiffres collent. Mais entre toi et Eric qui arrive chez son banquier, qui l'a jamais vu, qui dit bonjour monsieur le banquier, j'aimerais emprunter 100% pour acheter ma maison. L'accueil va être différent. Mon banquier il veut plus me voir. Moi, t'as été banquier, Eric, on le rappelle aussi. C'est vrai ça. Mais je suis d'accord avec toi. Ce que je retiens, c'est que donc il faut investir le plus tôt possible. Et souvent, c'est vrai que le réflexe qu'on a, c'est de se dire, le rêve qu'on a, c'est d'investir dans la maison dans laquelle on veut habiter. Et souvent, très vite, avec un niveau d'exigence qui est celui de la propriété qu'on rêve d'avoir depuis petit. Et donc, première chose que tu nous partages là, c'est dire, ok, investissez pas forcément dans le bien dans lequel vous voulez habiter, mais investissez tôt. Peut-être parfois des petites choses. Là, tu parlais peut-être d'un petit studio, mais il y a d'autres biens plus petits parfois encore. Un garage. Est-ce que ça fait partie aussi de ces biens qui permettent aussi peut-être de créer une confiance, une relation de confiance? Oui, et puis un truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est que le Belge a vraiment une brique dans le ventre. Donc en fait, il va absolument investir. Et des fois, il y a aussi cette réflexion-là de se dire, je vais absolument investir dans ma résidence principale. Alors qu'au final, des fois, investir pour du locatif dans un premier temps, ça peut aussi être utile. Et donc on parlait de petits biens tout à l'heure, pas forcément des petits biens. Tu fais je sais pas moi, t'achètes une petite maison dans laquelle tu peux faire de la colocation par exemple. Alors sur Bruxelles, c'est déjà un petit peu plus élevé, mais tu vas du côté de Liège pour parler un peu tu viens un petit peu chez moi quand même. Mais tu peux acheter sur Liège, il y a encore des colocations qui sont abordables et avec des revenus locatifs, avec justement avec tout ce que tu vas générer comme cash, tu peux très bien acheter une plus belle maison principale. On a reçu un petit message sur le WhatsApp de l'émission 0470 12 72 72. J'ai 26 ans et la banque m'a prêté super facilement. J'avais un CDI et je ne gagne que 1800 € par mois. Pourtant, la banque m'a prêté. Message d'espoir. Tant mieux. Tant mieux. Mais je vais vous remplacer par des gens plus positifs. Mais c'est vrai que moi, franchement, je trouve qu'on peut encore emprunter, il n'y a pas de problème. Non, mais d'abord, il n'y a pas un salaire minimum pour emprunter. Ouais. Le calcul que fait un banquier, c'est savoir les charges par rapport aux revenus. C'est-à-dire que c'est clair que si celui qui gagne même 5 000 €, allez, 4 500 € net par mois, et qui a 2 biens à rembourser, une pension alimentaire, un crédit voiture, et encore je sais pas quoi, et qui a 3 000 € ou 3 500 € de remboursement le premier du mois, il y a 3 500 € qui doivent partir, ben ça lui laisse 1 000 € par mois de disponible. Donc, lui, il va sans doute avoir beaucoup plus de mal à négocier avec sa banque par rapport à celui qui gagne peut-être 2005, mais dont le remboursement de l'emprunt n'est que 600-700 €. Parce que proportionnellement, ce qu'on appelle le niveau des charges par rapport aux revenus est beaucoup plus acceptable. Et c'est ça qu'un banquier va regarder aussi. Émeric, tu parlais de créer une relation de confiance avec le banquier. On a une réaction de Lou qui nous dit « Les banquiers ne nous connaissent plus car ils sont devenus digitaux ». Donc on n'a plus vraiment parfois l'opportunité de créer cette relation avec son banquier. Track record. D'abord, au lieu de la... Pas au lieu, avec la relation avec le banquier, je prends comme banquier, Eric. Ouais. De nouveau, ça fait 5 ans que je rembourse mon crédit hypothécaire. J'ai donné les 2 éléments qui pour moi sont fondamentaux. Je rembourse sans problème mon crédit hypothécaire et deuxièmement, mon crédit quel qu'il soit. Oui. Et deuxièmement, tiens, au bout de 5 ans, mon bien a pris de la valeur. Donc vous pouvez croire en moi, j'ai envie de dire. Et à ce propos-là, je fais une parenthèse, mais qui pour moi est important dans ce que je vois. Dans les villes dans lesquelles on travaille, attention au parking tout de même. Attention au parking. Au parking. Les parkings ont moins la cote. Et si tu prends une perspective à 15 ans, il y aura moins de voitures. Par la porte ou par la fenêtre, il y aura moins de voitures. Et donc attention au parking. A contrario, les box de garage. Si tu as un box qui ferme, ça n'a rien à voir avec un parking. Pourquoi ? Parce que les logements rétrécissent. Et donc les espaces de stockage, et puis ton vélo, ton ci, ton là. Donc si je dois aller, je n'irai pas vers le parking, mais je conseillerais plus comme petit investissement le box de garage. On a fait, allez voir sur la chaîne YouTube, on a fait plusieurs épisodes aussi sur les biens un peu originaux aussi dans lesquels investir, etc. etc. C'est vrai qu'on parle, Lou nous parle de ces banques qui se digitalisent, et c'est vrai qu'on a eu récemment l'occasion de pouvoir rencontrer ces banques qui se digitalisent et qui fonctionnent avec un système de rating, de cotation, d'algorithme aussi, où finalement avec plein d'outils, ils arrivent à collecter des datas, et finalement la confiance, plus besoin de la prouver face à un humain, mais le logiciel sait que tu rembourses ton crédit, donc tu as une cotation qui est positive, donc derrière, même si c'est digital, ça passe. Ouais, il faut un tout petit peu nuancer. La remarque que je viens d'entendre est correcte, c'est-à-dire que à mon époque, sans faire de l'intergénérationnel... C'était mieux avant. C'était mieux avant, Eric, c'était mieux avant. Non, mais il y a longtemps. C'est clair que on connaissait son banquier, c'était des humains qui faisaient du business avec des humains, et cet aspect-là de relation était beaucoup plus important au début.
Maintenant, aujourd'hui, ce sont beaucoup plus des grilles de scoring, c'est vrai. Et donc, il faut bâtir une relation. Il ne faut pas oublier que la relation avec son banquier, c'est quelque chose qui va durer 10, 15, 20 ans et que donc on doit construire au fur et à mesure. C'est comme l'amitié, c'est comme l'amour, c'est comme les relations entre les gens. Il faut construire ces relations, il faut démontrer qu'on est, qu'on est digne de confiance et qu'on respecte ses engagements. Et la deuxième chose, effectivement, pour revenir sur ce que disait Aymeric, c'est que un banquier va être rassuré chaque mois qui passe, j'ai envie de dire, parce que le patrimoine augmente. Comment est-ce que le patrimoine augmente? Dès qu'on a acquis un bien, chaque mois on rembourse un peu son crédit, ce qui veut dire que ton endettement diminue, tu dois un peu moins à la banque, et chaque mois, ton bien prend un peu de valeur. En général, en Belgique, ça prend toujours un petit peu de valeur. Donc, quelque part, tu crées un patrimoine qui est disponible, et au bout de 3, 4, 5 ans, tu te dis, OK, voilà, j'ai un patrimoine, et donc le banquier va être rassuré par cet élément-là aussi. Mais le vrai défi, effectivement, aussi, dans ce début d'émission, c'est parler de l'accès à la propriété pour des gens qui ont justement une capacité d'emprunt qui est pas très élevée. Et parce que là, on parle de ce premier bien qu'on a qui permet mais ça veut dire, ça sous-entend qu'on a déjà les capacités d'investir, ce qu'on n'a pas forcément tous. Il y a une question qui nous est arrivée sur le WhatsApp 0472 72 72. Question pour notre invité qui susurre à l'oreille des banquiers. C'est bon, l'étiquette elle est mise. Comment améliorer son scoring bancaire? Est-ce que y a des techniques aujourd'hui? C'est remis à jour tous les 2 mois? Comment ça se passe? Est-ce qu'une banque qui dit non aujourd'hui et puis pendant 3 mois tu fais le taf, après 3 mois ça change? Ouais, c'est pas comme ça. Donc déjà, pour faire une petite parenthèse, effectivement, on parle aujourd'hui beaucoup de banquiers, etc., qui se digitalisent. Faut pas oublier, c'est que forcément, moi je peux en parler puisque c'est mon métier, mais il y a aussi les courtiers qui sont différents. Où là, je trouve qu'il y a encore une relation qui est d'humain à humain. Nous, on fonctionne pas de manière digitale du tout. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, quand on dit que je murmure à l'oreille des banques, c'est parce que nous, effectivement, c'est l'inverse d'un banquier. Un banquier va toujours dire, tiens, moi, tu viens chez moi et je dois te faire rentrer dans mes cases. C'est un peu le principe. Et nous, on est plutôt en disant, écoute, viens avec ton profil et on va voir dans quelle case tu rentres. Selon les organismes. Et donc, pour répondre à la question, effectivement, pour améliorer son scoring, si je peux dire ça, en tout cas, si on peut améliorer sa présentation chez un banquier, chez un courtier, chez un intermédiaire, peu importe, c'est déjà essayer de se former un minimum et de connaître un peu le langage du banquier ou du courtier, peu importe, parce que le rôle du banquier ou du courtier, pour moi, c'est pas de faire votre paperasse, si je peux dire ça, c'est plutôt d'essayer de défendre votre dossier, parce qu'effectivement, ça devient plus compliqué, et donc il y a certains critères, effectivement. Je rebondis sur le dossier. Arriver sur, je tire le trait de nouveau, mais arriver les mains dans les poches chez un banquier, pas bon, ou un intermédiaire, même si l'intermédiaire va faire son boulot, arriver avec un dossier, voilà, mais de nouveau, on va une première fois voir quelle est leur grille d'analyse. Tu la donnais, un tiers, une réserve de je sais pas comment ils appellent ça. En fait, ça c'est peut-être important. Il y a effectivement trois critères que le banquier et le courtier, peu importe, regardent. Il y a effectivement ce qu'on appelle la quotité. Donc c'est le montant qu'on amène en garantie par rapport en fait à ce qu'on va emprunter. Et ce montant en général, quand c'est pour un premier bien, doit être de 90 ou de 100% selon le profil. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le taux d'endettement. Donc c'est tout simplement le montant de vos crédits par rapport effectivement à ce qu'on gagne. C'est ce que Eric disait tout à l'heure. Ce taux normalement doit être de maximum 50%. Tout crédit confondu, donc hypothécaire ou pas, peu importe. Et la dernière chose, effectivement, c'est le minimum vital. Donc ce qui doit vous rester entre guillemets en fin du mois, une fois que vous avez payé tous vos crédits. Et ça varie d'un organisme à un autre. On va de 1100 € à 1500 € selon les organismes. Et donc préparer son dossier tant par rapport à ses revenus, sa capacité d'emprunt. Ne pas laisser le banquier sans aucune faire le travail, faites-le vous-même ou passez par un intermédiaire qui va vous aider en tout cas à arriver avec un dossier. Mais même chose par rapport au bien. Après avoir fait ce premier test et pouvoir un petit peu voir sa capacité d'emprunt, voir où est-ce qu'on va, on va spotter l'un ou l'autre bien qui nous intéresse. Je n'arrive pas chez le banquier avec l'annonce du bien et voilà ce que je veux acheter. J'arrive chez le banquier avec l'annonce du bien, le PEB, on en parlait, c'est extrêmement important par rapport à la capacité d'emprunt. Un PEB mauvais va faire que vous allez payer, mes chiffres sont pas bons, 2 fois plus d'énergie, pour dire énergie, qu'un excellent PEB. Oui, mais c'est tout ça en moins que vous pouvez donner dans remboursement de votre crédit hypothécaire. Et également par rapport aux travaux et aux primes. Il faut faire ce travail avant un achat hypothécaire, ça se prépare. Ça se prépare. Aymeric, tu es agent immobilier, la tour est petit. Parfois on se pose la question de finalement quel est le premier interlocuteur vers qui il faut aller. Certains vont peut-être se dire le banquier, d'autres vont peut-être se dire moi je vais aller voir sur Immovlant, tiens ce bien me plaît, ça appartient à la tour est petit, je vais les contacter. Est-ce que le métier d'agent immobilier
l'évolution aujourd'hui, c'est aussi dans l'évolution aujourd'hui, c'est aussi quelqu'un qui peut t'accompagner dans cette préparation du dossier ou non? Ou c'est pas dans ce que vous faites, c'est au gars se débrouiller tout seul? J'aimerais te dire un grand oui. Oui. Je serai plus prudent. Un agent immobilier va être de ce point de vue-là un généraliste, comme dans d'autres choses, et va pouvoir t'aiguiller. Je reste prudent par rapport à ça, parce que dans ma profession, dans nos études et dans notre formation, nous n'avons pas une formation spécifiquement financière, de manière générale, les agents immobiliers. Comme nous n'avons pas une formation d'architecte, mais il est de notre devoir d'information là de donner les infractions urbanistiques, etc. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout comme un architecte peut le faire? Non. Il y a des études sérieuses derrière. Même chose par rapport à un conseiller financier. C'est un métier. Mais disons qu'il y a une chose à faire, c'est Internet est notre ami. Oui, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations, évidemment. Il y a le rendez-vous des proprios, évidemment. Il y a le rendez-vous des proprios, surtout. Et Évidemment. de super jamais l'oublier. Non mais, plus sérieusement, faire une simulation pour la mensualité, je vais emprunter 100 000 euros. Ça va coûter combien à un taux normal aujourd'hui? On affinera plus tard. Je vais regarder, je voudrais 2 chambres à Bruxelles ou dans telle ou telle commune. Qu'est-ce que ça peut coûter? Donc on se met déjà dans un range, hein, on n'est pas les mains dans les poches. On se dit ok, ce serait plutôt ce type de bien qui coûte tel budget. J'ai l'impression que ça me coûterait autant. Moi, je gagne autant. Est-ce que je fais ça seul? Est-ce que je fais ça avec ma copine, mon copain, etc. Tout ça sont des choses qui permettent déjà un tout petit peu de réduire le scope, on va dire, et de se dire après, on peut aller voir son banquier en disant voilà, j'ai fait ce plan-là. Est-ce que tu le valides ou est-ce que vous le validez, monsieur le banquier, hein? Toujours bien différence entre ces huiles du monde financier. Non mais toujours, est-ce que c'est validé? Est-ce que vraiment je rêve? Et le banquier va dire, c'est dans son intérêt aussi. Écoutez, là on est un petit peu au-delà. Essayez d'être un petit peu modeste dans vos besoins, etc. Donc vraiment, il y a plein d'éléments qu'on peut aller chercher, je dirais, online, qui ne sont pas la Bible, mais qui vont déjà aider. On a pas mal d'invités qui vont venir nous rejoindre sur le plateau. Émeric, avant de laisser la place à un confrère, hein, Sylvain, de la star d'Hélène 24, hein, de Century 21 Everone. Émeric, les jeunes qui passent par chez toi, qui ont des rêves et qui ont du mal, on a déjà partagé pas mal de conseils, mais qu'est-ce que tu leur dirais concrètement? Quelques conseils très concrets que tu leur dirais pour peut-être augmenter leur capacité d'emprunt, pour peut-être garder de l'espoir finalement? Garder l'espoir, ils doivent en avoir, absolument. Leur capacité d'emprunt, je ne suis pas dans leur portefeuille, je ne me permettrai pas. Je leur dirais, mais je ne pourrais que répéter ici, de dire être organisé. Ça ne se fait pas comme ça. Deuxièmement, savoir où est-ce qu'on veut aller. Vérifier sa capacité d'emprunt. Trouver des agents immobiliers. Trouver un type de bien qui nous correspond. Ensuite, monter un dossier comprenant les rénovations éventuelles qu'il y a à faire. Moi, j'aurais un sujet à te mettre sur la table. Vas-y, Émeric. Tu parlais des politiques avant. Il y a un élément important. C'est la taxation. À Bruxelles, en Wallonie, pour acquérir un bien, qui que tu sois, tu vas payer le prix du bien sans plus 12,5% de droits d'enregistrement. Ces fameux frais. Que tu sois un investisseur qui possède, comme toi, plus de 100 appartements, on le sait bien. 250, excuse-moi. Ou un jeune qui débute et qui a 26 ans et qui veut acheter son bien. 12,5%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On a vu, et je mets ça aussi avec ton premier sujet, c'est la rénovation énergétique. Et effectivement, de nouveau, il y a des partis politiques qui proposent, c'est dans leur programme, de diminuer ça. Donc il faut être à l'affût. On a vu de toutes les réformes ou autres que j'ai vues, moi, ces 20 dernières années, la réduction du taux de TVA pour les constructions neuves à 6% pour les acquéreurs, plus d'autres conditions, était l'élément que j'ai vu qui a eu un réel impact, direct. Et en plus, qui était bien cadré. On n'en a pas profité. Mes charmants promoteurs, qui, on le sait, essaient de vendre au plus bas prix leur promotion, n'ont pas pu augmenter leur prix. S'ils augmentaient leur prix, ils perdaient tout le marché des investisseurs, donc ils ne pouvaient pas augmenter leur prix. Et donc on s'est retrouvé avec un réel avantage pour les primo-acquérants qui voulaient acheter un bien, ici c'est un bien neuf, mais ça fait un avantage de 15%. Donc ton message, Émeric, c'est de dire aux politiciens diminuer les droits d'enregistrement de manière réfléchie, les diminuer de manière dire en un coup on passe tout comme la Flandre l'avait fait, revenu sur sa mesure pour in fine adopter cette excellente mesure. Après les 3,5 en Flandre, on voit qu'il y a un autre effet, c'est que les vendeurs sont malins et augmenter aussi, on voit une augmentation aussi de leur prix.
Non, mais il y a de toute façon, je dirais, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Ouais. C'est clair que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour les jeunes, pour les primo-acquérants, pour ceux qui veulent vraiment, qui ont des problèmes. Des gens comme moi, ça va, les pouvoirs publics peuvent s'occuper de quelqu'un d'autre, Ouais. sérieusement. Et donc, il y a vraiment cet enjeu qui est effectivement de pas dire on mange tout le monde à la même sauce. Je veux dire, 12,5%, c'est effectivement ce qu'on paye aujourd'hui sur 80-90% des biens. C'est pas tout à fait normal. Et donc, c'est à ça qu'il faut aussi réfléchir. Et pourquoi c'est primordial, je t'interroge, excuse-moi, pour les pouvoirs publics de donner cet accès à la propriété avec le levier qu'ils ont eux. Moi, je suis très l'économie de marché. Je pense qu'on n'a pas à rentrer dans l'offre et la demande. Par contre, pouvoir permettre de diminuer la taxation, de nouveau un vrai incitant, 15%, plus, 10% en flanc de différence, c'est réel. Parce que la propriété reste la principale, unique sécurité que vous aurez plus tard. Et c'est vrai. Être propriétaire de son logement. On peut, financièrement, on peut en discuter, c'est vrai, mais humainement, les catastrophes humaines que moi je vois sont des gens qui sont mis dehors de leur logement, qui louent depuis 15-20 ans et qui n'ont pas de, solution de repli. Même s'il y a une nouvelle génération aussi qui pense un peu tout doucement, un peu différemment, qui cherche pas forcément. Moi, je crois qu'ils ont toujours encore sur les réseaux sociaux que. Je pense qu'ils ont encore toujours une bonne vieille brique dans le vent. Je pense que l'insécurité économique. Il y a une génération qui aime bien aussi voyager, bouger, être libre, être flex. Donc être propriétaire, oui, mais peut-être pour louer et pas forcément pour habiter. C'est peut-être aussi des choses qui changent. Merci Émeric d'être passé. Avec grand plaisir. Merci à vous. On te reverra bientôt. Avec on va accueillir Sylvain. Voilà mon confrère. Merci Émeric, merci Sylvain et Ken. On accueille Ken ou Sylvain? La patronne me dit Sylvain de Century 21. Un autre agent immobilier, il saute. Tel un super héros. Sylvain, merci de revenir pour cette deuxième partie. Tu peux monter un peu le micro parce que je pense que aussi, tu risques d'avoir quelques problèmes de dos et au niveau de la caméra, tu peux être un peu ridicule, Sylvain, et je ne voudrais pas que tu aies... Pas ridiculiser les gens. Non, je vais faire pire, mais non. On va continuer donc à parler. N'hésitez pas à réagir, hein, vous qui êtes ici, vous qui nous regardez sur le WhatsApp de l'émission 0472 72 72 12 72 72. Vous pouvez nous poser toutes les questions. Attention, parce que je pense qu'on risque de faire un peu du mal aux oreilles de nos auditeurs. Pardon. Merci Sylvain. Parfait. Donc on continue à parler de l'accès à la propriété, du financement. Moi, je veux des solutions concrètes maintenant, les amis. Ok, c'est bien beau, tout ce que vous m'avez dit. Anthony, toi, je sais que dans ta boîte à outils, il y a des choses qui existent. J'ai pas une capacité d'emprunt suffisamment élevée. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Mais en Je fait, peux acheter à plusieurs, par exemple. C'est une solution ou pas? ouais, on peut acheter à plusieurs. Maintenant, voilà, quand tu parles de capacité d'emprunt, faut juste faire attention, effectivement. Alors, soyons honnêtes, et c'est vrai je vais pas vendre du rêve non plus, mais si effectivement tu t'as pas d'apport, t'as rien à mettre en garantie, tu gagnes pas assez, ouais, il y a personne qui va te prêter, ça c'est une chose. Mais effectivement, il existe aujourd'hui des solutions. On a encore d'ailleurs c'est tout nouveau, ça va être sortir il y a même pas un mois ou deux, à voir si ça va durer. Mais on a BNP qui a racheté un organisme qui s'appelait Créfima, ceux qui veulent aller vérifier, et eux maintenant proposent un crédit à 125% en disant bah ok, on veut bien vous prêter 100% du montant plus les frais de notaire. Maintenant, le taux est pas bon, hein, qu'on s'entende bien, mais on s'en fout. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un premier pas, c'est un premier bien, c'est un peu, il y a moyen de faire des choses sympas, quoi. Un crédit à 125%, ça fait rêver, ça, Eric, non? Génial. C'était On s'endette. la grande époque. Ah ouais, là, c'est la totale. Non, mais il y a le crédit à 125%, il y a acheter moins cher. Aussi. Il y a rester chez papa, maman peut-être un petit peu plus longtemps. Je veux dire, si on économise un loyer de 800, 1000, 1200 euros pendant 1 an et demi, ben ça fait 20 000 euros. 20 000 euros, c'est pas rien. Donc, économiser aussi. Évidemment, acquérir le bien à plusieurs, emprunter à plusieurs, ça aide. Donc voilà, comme disait Anthony, on va pas réussir à changer l'eau en vin. Hein. J'adorerais, mais c'est pas possible. Et donc, il faut simplement se dire, ok, je pense que tout le monde qui fait sa première opération immobilière doit d'office se dire, ok, je me vois beau, et ben je dois me voir moins beau. Parce que c'est souvent les gens, sans forcer le trait sur la maison, 4 façades à Waterloo, mais c'est souvent un petit peu, on se dit, ok, moi je pense que je vais faire ça, et ces travaux-là, je vais les faire tout seul, et là, je vais arriver à négocier. Non, on n'y arrive pas. Donc, réduire un petit peu la première opération, peut-être économiser un petit peu plus pour un petit effort propre, emprunter à plusieurs, 125%. Il y a aussi des organismes maintenant qui proposent en fait de faire l'appoint entre
ce qu'on a comme effort propre qui est limité, ce que la banque veut bien prêter, si c'est pas 125%, ça existe aussi. Donc il y a des solutions. De nouveau, il faut essayer de faire le marché, se renseigner, se documenter. Et là, on peut y arriver. Je t'ai pas très bien entendu parce que la voix de Batibo nous a perturbé, mais j'imagine que les gens nous ont entendu, je l'espère. Eric, on me fait signe que dans l'oreillette, que je n'ai toujours pas et que je n'aurai certainement jamais dans cette émission. On va te remplacer on ne te remplace jamais. Je suis irremplaçable. Voilà, tu es irremplaçable. Je vais m'absenter on va acquérir une autre personnalité que nos auditeurs, nos followers adorent. C'est Ken Van Petegem. Oh là là, WeInvest et Century 21 l'un à côté de l'autre. Bonjour. Mon cœur palpite. Que c'est beau à voir. Le nôtre aussi. Oui, le nôtre aussi. Merci Ken d'être revenu pour cette partie 2. On sait que toi tu es très engagé sur cette cause aussi de l'accès à la propriété. On aime bien ton franc-parler aussi. Tu casses un peu les idées reçues avec WeInvest. Tu fais pas mal de podcasts aussi où justement tu as cassé certaines idées. Si tu devais partager un message là maintenant justement sur l'accès à la propriété et le financement, à part celui que tu as passé chez nous il y a quelques semaines en mode diminuer votre niveau d'exigence, et on l'a dit, on l'a répété, quels seraient les autres messages que tu préfères passer? Moi, ce que je conseille beaucoup aux gens, parce qu'on se retrouve souvent à Bruxelles, en tout cas, des gens qui veulent acheter une maison et qui disent j'ai un budget de 400 000 euros. Aujourd'hui, à Bruxelles, c'est très compliqué de trouver une maison en bon état à 400 000 euros. Et donc, mon conseil à moi, c'est de dire tiens, pourquoi vous n'envisagez pas la location de cette belle maison qui vous fait tant rêver et de faire des achats beaucoup plus petits en investissement que vous mettez en location. Parce que ça, beaucoup de gens disent ouais, mais la location, c'est à fond perdu. Effectivement, si je ne suis que locataire et que je n'achète rien, c'est bête. Par contre, si je suis locataire de mon bien, non seulement ça me coûte beaucoup moins cher d'être locataire d'une très belle maison plutôt que de l'acheter, je parle en termes de mensualité, mais si j'achète de l'autre côté des petits investissements, je vais pouvoir me faire une petite épargne qui est pas énorme. Parfois, avec l'augmentation des taux aujourd'hui, on a des transactions qui font que je gagne rien, je suis à 0 €, mais parfois je peux en gagner 50 ou 100. Et en fait, ça me permet d'avoir une capacité d'épargne que je n'aurais pas si j'achetais ma très belle maison. Donc ça, c'est un conseil que je donne aujourd'hui. Avec la hausse des taux, prévoyez la location de votre superbe maison et achetez des petits investissements qui sont très rentables à Bruxelles. Et Anthony qui hoche de la tête et qui dit oui. Ah ben moi je dis oui, et puis on en a déjà discuté, enfin avec Ken on discute tout le temps immobilier, forcément on a que ça à faire. Et donc on discute tout le temps immobilier, et effectivement un conseil que Ken a déjà donné et que je suis d'accord avec lui, c'est si vous pouvez acheter en fait. Parce que on dit toujours oui, il y a l'augmentation des taux, il y a l'augmentation de l'immobilier, etc. Mais il faut pas oublier que l'immobilier, depuis que le monde est monde entre guillemets, ne fait que grandir et ne fait que de prendre de la valeur. Et les taux, faut bien vous dire un truc, c'est que là on est retourné dans des taux qui sont en fait relativement normaux. C'est les taux d'il y a pas longtemps qui étaient pas normaux. Et un taux, faut bien vous dire un truc, c'est que ça se revoit. Le Belge il revoit son taux plus ou moins tous les 7 à 8 ans. Donc si aujourd'hui vous empruntez effectivement peut-être plus difficilement avec combien aujourd'hui, on a à 4% plus ou moins? Non, on est redescendu à 80. Pour les bons dossiers, t'es aux alentours effectivement de 3 voix 3,30. Pour les moins bons, on peut monter jusqu'à quasiment 5%. Et on aime le rappeler, mais nos parents à l'époque avaient des taux de 10. Proposition à 2,99. Oh, beau ça. Allez chez Sylvain. C'est pas chez moi. Non mais 3%, c'est vrai qu'on a, et c'est vrai que si on lit les médias et si on se base sur ce que les gens disent, on a l'impression que les taux ont explosé et que c'est pas le moment d'acheter. Donc là 3%, 3,5%, ça reste des taux qui sont corrects. Ça reste normal. Dites-vous que des taux entre guillemets aux alentours de 0,99 ou 1% comme on a eu il y a pas très longtemps, oubliez, on n'aura plus, ou en tout cas pas demain. Et il faut savoir que c'est pas forcément bon pour une économie d'avoir des taux aussi bas. Donc j'ai profité que tu sois encore avec nous quelques minutes parce qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui se disent ok, je dois emprunter 100 000 à 3%, je dois rembourser 103 000, tu vois. Ce serait bien. Et je vois chez des livres. Oui, c'est ça, on va faire ça. Non mais on le voit, et je vois beaucoup sur TikTok aussi. Il y a de plus en plus comme ça de créateurs de contenu qui ont envie de vulgariser et qui expliquent. Ça, c'est pas vulgariser. Ça, c'est mentir, c'est pas vulgariser. Justement, qui disent que c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Donc juste une question aujourd'hui, quand moi je vais sur Immoveland et que je vois un bien à 200, on va dire 100 000 pour calculer facilement. Je vois un bien à 100 000. Je vais à la banque et je demande 100 000. J'ai besoin de combien finalement? Ben oui, tu demandes 100 000, mais par contre tu vas rembourser beaucoup plus que 100 000. Donc 100 000 c'est le coût de la maison, mais derrière t'as toute une série de coûts, c'est ça? Oui, en fait tu payes un taux d'intérêt, ça des intérêts composés, mais tu peux compter que sur une vie, en général ta maison tu vas la payer 2 fois. Ok. Presque. Tu vois, donc tu t'achètes 100 000, tu vas la rembourser presque. Mais donc 200. ma question, elle est surtout sur les frais cachés pour vraiment qu'on ait bien en tête le coût réel. Quand Je vois que tu veux des chiffres. Parce que moi, je vois, mon appartement il coûte 100 000, j'ai besoin de 100 000. Ben. Et puis après, il y a les frais de notaire, il y a les frais d'enregistrement, il y a tchic, il y a tchac. Au final, en fait, j'ai besoin de 150 000. Bah, j'avais que 100 000.
Non, mais compte, quand tu achètes un bien à 100 000, compte 20% d'apport. Ok. Et Comme ça, tu es très large. ils servent à quoi ces 20% d'apport? Tes frais de notaire, tes frais d'acte de crédit Ok. et tes droits d'enregistrement. Ok. 20% c'est très large, on dit 15%, mais en vrai, plus c'est petit, plus t'es près des 20%, Donc en plus vrai, c'est grand, plus t'es près Je des vois 100 000 sur 15%. Immoveland, je dois me dire 120 000. C'est ça. Ok. Et donc tu as 20 000 d'apport. Et pour tes 100 000 de crédit, en réalité, tu vas souvent les emprunter sur 25 ans. Tu vas avoir une mensualité de plus ou moins 520 € par mois. Ok. Capital et intérêt compris. Si tu empruntes sur 20 ans, c'est plus ou moins 600. Comme ça, tu as des chiffres ronds. Donc, c'est très facile de calculer. Quand je suis investisseur, la banque te prête rarement au-dessus des 20 ans. J'investis 100 000, ça va me coûter 600 € par mois. Très simple. Ken, toi qui es un grand pédagogue, donne juste la règle de calcul quand on voit 3% d'intérêt. Comment il faut calculer? Ben, la première année, tu as 3% sur 100 000. Ouais. La deuxième année, tu as 3% sur les 100 000 moins capital que tu as Ok. déjà remboursé. Et ainsi de suite. Et C'est comme ça pendant dégressif en 25 réalité. ans. quoi. Pendant Si 25 t'as un ans. crédit sur 25 ans. Ok, au moins voilà, maintenant, une fois pour toutes, les gens savent calculer et compter. Ouais, il y a de très bons sites internet qui font votre simulation en peuvent même aider. temps, hein. Non mais je vous le dis, même nous qui portons ce projet maintenant depuis un an, on était dans nos fauteuils, on se posait la question, on calculait, et voilà, c'était pas dingue. On reçoit des petits commentaires sur le WhatsApp de l'émission 0470 12 72 72. On a crédit 170 000 €, taux 4%, c'est environ 80 000 € d'intérêt sur 25 ans. Voilà. Plus ou moins ça. 170, 80 000 € d'intérêt. Question. Comment améliorer son scoring bancaire? Vite 2-3 tips. Venez bien préparé, amenez vraiment tous les éléments que vous pouvez prendre. S'il y a des garanties immobilières, que ce soit à vous ou aux parents, amenez-les aussi, amenez des expertises, venez le plus préparé possible en fait. Il y a Lou qui est qui vraiment merci Lou qui est ici je pense et qui réagit. Elle dit si tu achètes un bien à 100, la banque ne prête que 80%. Là on a eu ton bon plan des 125%, mais la réalité aujourd'hui, un crédit, un prêt à 100%, c'est encore envisageable ou pas, Ken? Oui, pour le bien dans lequel tu vas habiter. Ok. Donc encore toutes les banques prêtent à 100%, même 100% plus tes travaux. Ce qu'ils ne prêtent pas, c'est les frais notaires, les frais d'acte de crédit et les droits d'enregistrement. Sauf d'autres banques, mais là, Ouais. comme Anthony l'a dit, les taux sont très élevés et c'est pas toujours intéressant. Si tu sais apporter tes frais, c'est déjà très bien. Et à Bruxelles et en Flandre, tu as l'abattement, donc ça coûte moins cher pour ton premier achat. Sylvain? Oui. Sur Dis-moi tout. non mais j'ai vu Anthony vouloir réagir, je me suis dit non, Sylvain il parle pas là depuis 10 minutes. Ouais, j'attends, je suis impatient. me suis dit, Tu vois, mais non, même si tu es très beau et que pour le paysage c'est plutôt pas mal, Sylvain, mais tu es là surtout pour ton expertise, ton expérience. Un tips, c'est ça. Un type si tu en as un à nous Oui, sortir, 2, fais-toi 3. plaisir. Un, On a besoin de faire des scores sur Instagram. quand en vous ce avez moment. un bon dossier Ouais. et qu'il est bien préparé, Ouais. n'hésitez pas non plus à mettre les banques en concurrence. Voilà, je savais Premier point. qu'en faisant appel à toi, j'allais avoir un bon sujet à mettre sur la table. Alors, Mettre en concurrence les banques, ça veut Oui. dire quoi concrètement, Sylvain? concrètement, c'est de dire, moi aujourd'hui, chez, pour ne pas les citer, Belfius ou KBC, j'ai autant, mais je vais quand même encore aller voir chez BNP, chez ING ou des courtiers indépendants qui, eux, ont la possibilité finalement de faire des demandes de crédit auprès d'une dizaine d'organismes en même temps. Ouais. Donc, ça peut vous aider, véritablement. Evelyne Gillen, de nouveau, je la cite, elle nous manque. Elle est toujours bien là. Elle nous manque ici autour de la table. Et on en a déjà parlé aussi, mais bon, voilà, c'est un événement un peu spécial avec du public ici en direct de Batibo. On nous a dit aussi de challenger des banques, même dans le même réseau. Bien Deux sûr. banques de Belfus. Il y a des indépendants. Voilà. Et aussi, Des indépendants qui gèrent des et agences. aussi un nom aujourd'hui, c'est pas forcément un nom dans 3 mois, parce qu'en fonction de la stratégie de la banque, les choses peuvent évoluer. C'est vrai cette histoire. Exactement. Oui, et puis tu as aussi certaines banques qui, on utilise toujours cette métaphore-là, mais qui ouvrent et qui ferment les vannes. Donc en fait, une banque, si par exemple, imagine qu'elle veut accorder absolument, elle doit faire son chiffre en crédit, imagine qu'on est par exemple au mois de juillet, si elle l'a atteint, elle va peut-être dire, écoute, j'ai moins besoin pour le moment, donc du coup, c'est bon, quoi, ça va être plus compliqué. Et puis tu reviens effectivement quelques mois plus tard, on n'était pas dans les chiffres, écoute, on réouvre les vannes. Et donc du coup, effectivement, challenger effectivement les banquiers, les courtiers, ça a du sens. Ce qui est bien dans le fait de mettre des banques en concurrence, il n'y a pas tellement le taux à aller chercher, mais aussi, on en discutait tout à l'heure, Ouais, Anthony, les compléments, c'est oui. des structures de crédit. Parce que parfois, certaines structures sont avec un taux moins intéressant, mais dans l'absolu, beaucoup plus intéressant parce qu'ils me permettent de mettre de l'argent de côté, où il y a des crédits crescendo, des crédits où je peux reporter mon paiement de capital grâce à des travaux. Donc, il y a vraiment certaines banques qui proposent des solutions qui sont plus intéressantes que le taux. Donc, la concurrence, c'est le taux
et les structures de crédit qui me permettent d'utiliser. Et le conseil et les investissements que tu veux faire dans clairement. le futur. Quoi. Si on a un bon banquier de temps en temps, payer 0,1 en plus pour le remercier, ça vaut la peine. Peut-on dire à la banque qu'on va y habiter et ensuite changer d'avis J'imagine qu'on profite, profite de l'abattement et puis derrière on doit entre-temps, on doit le rencontrer rembourser. quelqu'un, tu sais pas ce qui se passe. Moi je te laisse répondre parce que je peux pas le dire, tu vois. Mais voilà, mais oui. Mais j'ai dit oui, Ah, ça va, on ok. peut le faire. Oui. Au départ, mais en toute honnêteté, hein, au départ ton projet c'est d'y vivre, Ok. et puis entre-temps t'as changé d'idée. Ok. Voilà, bah ça c'est Oui, pas mal. quand t'as ton crédit, ça change pas grand-chose. Non mais t'as raison. Ça moi, c'est la raison d'être de cette émission, Sylvain. Je veux d'autres bons plans comme ça. Quand t'as ton crédit, ça change pas grand-chose. Par contre, si t'as bénéficié d'un incitant fiscal, attention Oui. au retour de manivelle, puisque tu peux être amené à rembourser au prorata du temps pendant lequel tu n'aurais pas occupé le bien. On peut être ramené, Attention. mais ça dépend, toi et ta chance, quoi, c'est ça. C'est pas automatique. Il y a pas. en faut théorie, pas il te rattrape pas. Donc les droits d'abattement, par exemple, qui Non, sont si soumis à tu les certaines prends, conditions. c'est que tu vas vraiment Oui, il habiter fallait quoi là-bas. Reste Ok. 5 ans. Reste 5 ans dans ton bien. Alors, il y a aussi un autre tips qui est très important et finalement personne ne le sait, c'est votre carte de crédit. C'est-à-dire. Eh bien, stop. Avant de faire votre demande de crédit, eh bien, bordel, clôturez-la. Ok. Bon, il risque Stop de est perdre là. sa femme, mais c'est ça. Exactement. Oh non, Non. Ken, en 2024. Mais même si vous avez une carte que vous n'utilisez pas, une banque va considérer que c'est une charge sur votre revenu. Ok. Et donc, on a eu des situations dans lesquelles la banque considérait presque la carte de crédit comme une charge à près de 400 €. Donc, on imagine l'impact que ça peut représenter sur une capacité finalement à faire face. Donc, si vous avez, on va aller par les chiffres là tout de suite, 1800 € de revenus, vous avez votre carte de crédit, mais finalement, vous n'en avez plus que 1004 aux yeux de la banque. C'est clair que emprunter avec ce niveau-là. Et donc vendez la ce sera Golf très GT compliqué. aussi. Qui Oui, sert à vendez rien. tout, c'est ce que j'allais dire. Et alors, le deuxième point, c'est effectivement, c'est acheter et le logement, ça doit être votre premier achat et votre premier investissement. Ça, c'est clair aussi, votre crédit bagnole, laissez tomber, quoi. Sylvain, tu Passez sais, à autre chose. Sylvain, tu sais que l'émission, elle vit aussi sur Instagram. Tu as à tes côtés ceux qui performent énormément avec un millionnaire en termes de vues qui est Ken. J'adore tes bons plans. N'hésite pas à en partager encore tout au long de cette émission parce que je pense qu'il peut vous concurrencer et atteindre le million aussi. Non, mais Donc, maintenant, ça porte arrête. des Je m'en vais. insultes, Grâce à toi, tu élèves le niveau global de cette émission. Merci Sylvain d'être Ça, venu c'est ma aujourd'hui. taille, comme tu l'as Merci Sylvain. Continue à poser des questions. 0472 72 72. Et voilà, il y a Lou qui nous dit bon conseil Sylvain. De rien, T'as Lou. une première fan. beau. Il faut venir ici plutôt que chez l'N24. Je te l'avais dit Sylvain. Je te l'avais dit. Les banques ont des Oui, c'est enveloppes. très bien payé. Merci beaucoup, Lévi. Les banques ont des enveloppes. Elles ouvrent une nouvelle enveloppe ou elles ferment l'enveloppe presque complète. Il faut jamais hésiter. Les banques ont des C'est l'histoire de Rubinette tout à l'heure. T'as Ok. suivi l'émission Oui, j'ai suivi, mais voilà, moi je suis en direct, je lis les questions. C'est beau. Voilà, merci de mettre de la ponctuation, ce serait sympa. Alors, que doit se retrouver dans notre dossier pour la banque dans l'objectif d'un investissement immobilier? C'est Natacha Sportive, vu sa photo de profil, qui nous pose la question. Ce sera pour toi et après on va switcher, on va accueillir Elodie Sorgelos dans un instant. Qu'est-ce qui doit se retrouver dans le dossier justement pour la banque rapidement? Dans le dossier, tu dois donc déjà avoir tes. Donc, si tu es salarié, il te faut tes 3 dernières fiches de paye, ça c'est sûr. Si tu es indépendant, ils font tes 2 derniers AER, donc tes 2 derniers avertissements extra drôles. Attends, je t'arrête 2 secondes sur les fiches de paye. 2 secondes. Je suis indépendant. Ok. Ouais. J'ai une société. J'ai le choix, par exemple, pendant 3 mois, de me taper un salaire de dingue. Comme ça, après, je vais à la banque. Et je dis, regardez mes fiches de salaire, je gagne 4 000 € par mois. Et après, mon crédit est accordé et puis je baisse mon salaire. Sauf que techniquement, tu t'es indépendant quand même. Tu as ta société, mais tu es employé de ta propre société, donc on va quand même regarder tes AER. Ok. Sinon, c'est pas marrant. J'ai essayé. Non, il faut essayer d'aller vite. Par contre, si tu as un projet, tu peux le faire l'année d'avant. Tu vois, tu te payes pendant 1 an en plus parce que ton AER est toujours celle de l'année d'avant. Ok. Et donc, si tu as le projet d'être investisseur, à un moment donné, là, malheureusement, tu sais pas gagner partout. Et si tu dis, tiens, ok, moi, maintenant, je vais commencer à investir en privé, tu augmentes tes revenus, tu payes un peu plus d'impôts, mais tu sais pas gagner sur tous les tableaux, quoi. Mais c'est vrai qu'être en société, c'est encore un autre débat. Donc, c'est petite parenthèse. Donc, tu as dit les fiches de paye. Les fiches de paye, il faut effectivement que tu prévois, si tu as des choses à mettre en garantie, que ce soit des placements, des bâtiments, etc., venir avec ces garanties-là et idéalement une estimation de ce qu'ils valent et de ce que tu as déjà remboursé dessus pour voir quelle garantie on peut prendre dessus Ok. ou pas. Et quand tu as déjà ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début. Et alors si tu as déjà effectivement voilà, alors si tu es en couple, tu vas aussi avec les mêmes informations pour ta compagne ou ton compagnon. Si tu vas déjà avec ça, avec le bien que tu veux peut-être déjà acheter, si tu sais, on peut déjà te guider, quoi. Voilà, Natacha, j'espère qu'on a répondu en partie à ta question. Anthony, on doit déjà
te dire au revoir, te remercier. Merci de ne pas me laisser seul. Jamais. On va accueillir Elodie. On te retrouve peut-être en fin d'émission. Quand tu veux. Merci Anthony. Elodie Sorgelos de Real Estate Belgium. C'est ça, Elodie? C'est ça ou c'est pas ça? C'est tout à fait ça. Ah, bonjour merci. à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à Batibo. Elodie qui vient d'exceller avec une conférence incroyable et qui prend le temps de venir ici et qu'on retrouve aussi dans cette émission le rendez-vous des proprios. Elodie, moi il y a une question, je sais que toi tu fédères autour de toi une communauté, une très belle communauté et une des solutions aussi quand on n'a pas la capacité de pouvoir emprunter seul, c'est peut-être de le faire aussi en groupe. Est-ce que c'est quelque chose que tu préconises, que tu fais et qui est intéressant vraiment? Alors effectivement, c'est vrai qu'on a cette possibilité d'investir à plusieurs. Alors soit avec des gens qu'on connaît, soit avec des gens parfois qu'on ne connaît pas. Okay. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on va prôner pour des personnes qui ont quand même déjà un petit peu d'expérience en la matière, parce que les intérêts de l'un sont pas toujours les intérêts des autres et on n'a pas toujours les mêmes objectifs non plus. Et donc dans un premier temps, on va recentrer sur le cercle proche, de se dire voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ma famille, un ami avec qui je pourrais investir? On se met en indivision, 50-50, c'est quelque chose de clean et au moins on avance comme ça et là ça permet de débloquer des situations dans un premier temps, ou quand on est un peu plus avancé, là de rejoindre un peu en ce qu'on pourrait appeler des club deals, où là on va investir avec des gens qu'on connaîtrait un petit peu moins. Sylvain, l'achat à plusieurs, tu as déjà expérimenté, ça se fait? Tu as l'impression que c'est une tendance ou pas trop? Moi, les seuls biens que j'achète, c'est avec mon épouse. Voilà. Oui, mais tu fais beaucoup de visites où tu accueilles, donc, j'imagine, beaucoup de. Considérer qu'on est plusieurs parce qu'on est deux. Mais non, alors moi, les achats à plusieurs, non, c'est pas ma came. Okay. Maintenant, c'est clair que pour des gens qui ont un vécu, qui ont de l'expérience et surtout dans le cadre peut-être un peu plus d'achat, revente, etc., why not? Faut pas oublier, c'est que vous êtes solidaire, quoi. Ouais. Donc ça, n'oubliez pas, aux yeux d'une banque, si jamais il y a un couac dans le dossier, on supporte 100% finalement du crédit qui a été souscrit. Si l'un des deux ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de la banque. C'est vrai qu'En, on voit beaucoup là sur les réseaux sociaux maintenant, il y a eu la période des cryptos, des NFT, là maintenant on revient à l'immobilier. Maintenant on voit plein de gourous en immobilier qui se présentent et qui essayent de fédérer comme ça des centaines de personnes en disant voilà, si t'as 5000, déjà à partir de 5000 tu peux investir dans l'immobilier. C'est vrai, il faut suivre ça ou c'est la future bulle de l'immobilier, c'est une nouvelle escroquerie, un truc pyramidal bien chelou? Non, c'est pas une escroquerie. Ce qu'il y a, c'est que la pub est parfois un petit peu mensongère, tu vois, mais c'est normal, c'est comme quand on dit tiens, je veux des abdos en 8 minutes. Ouais. C'est 8 minutes tous les jours. J'ai essayé, ça marche pas. Très longtemps, c'est parce que tu n'as fait que 8 minutes une journée. Il faut 8 minutes tous les jours. Mais donc, l'idée derrière n'est pas fausse. Mais est-ce que tu commences avec 10 € ou avec 100 000, tu vois? C'est sûr que celui qui a 100 000 va y arriver. Celui qui était à 10 € doit d'abord changer son train de vie, peut-être changer de boulot, commencer à épargner et petit à petit pour y arriver. Donc, l'idée de ces coachs, et je te le dis en primeur, mais je vais ouvrir mon clan aussi, parce que j'ai envie de partager mon expérience aussi. Et ce qui est très chouette, c'est qu'on commence à connaître les clubs. Je trouve que chaque coach a sa manière de voir les choses et de les expliquer. Pour les citer, Arnor est très Airbnb, Elodie est très colocation en Wallonie. Moi, j'adore mes petits studios sur Bruxelles. Il y a le club immobilier. J'ai pas encore pris le temps de tout analyser, mais chacun a sa touche, donc les gens pourront choisir. Mais la promesse qu'on fait, c'est avec toute la théorie qu'on donne et toutes les erreurs que nous, on a déjà vécues, empêcher les gens qui commencent ces parcours-là de ne pas faire ces erreurs et de gagner parfois 10, 15, 20 000 € juste en ayant évité ces petits couacs-là. Donc ça, c'est la promesse qu'on fait. Après dire, tiens, tu vas gagner 5 000 €, 10 000 € de cash flow, ça, c'est autre chose. Mais ça dépend de tes revenus. C'est vrai que on fait beaucoup ça dans l'entrepreneuriat, on fait beaucoup ça dans plein de situations où on va aller s'informer, on va aller rencontrer des mentors et on le fait pas forcément dans l'investissement immobilier, alors que peut-être c'est le premier réflexe à avoir aussi, c'est on l'a dit plusieurs fois, s'informer, aller voir la banque en étant informé, etc. Et s'informer, une des manières, c'est de suivre des gens comme vous qui toi, Sylvain, avec ton émission sur N24, c'est mon toit, Ken avec les podcasts aussi que Winvest développe et bientôt avec ta casquette de coach, et Elodie avec ta communauté et tout le contenu que tu partages aussi. Et l'occasion aussi, c'est comme tu l'as dit, une vérité n'est pas celle d'une autre et parfois il faut challenger, confronter et puis après faire sa propre réalité. Donc c'est aussi un bon plan à partager. Je pense que notre force à nous tous, c'est grâce aux erreurs qu'on a fait en réalité. Parce que quand tu te plantes une fois, tu te dis ok, je vais pas le refaire ça, mais dans l'immobilier ça coûte vite des dizaines de milliers d'euros, tu vois, et donc si on peut partager ça, c'est génial. Je voudrais faire une petite parenthèse sur le financement aussi. Quand on va voir le banquier, on parle aussi de sa stratégie, surtout si on achète pour louer. Le truc très à la mode, et on va en parler dans un prochain épisode que vous retrouverez sur notre chaîne, c'est Airbnb. Ou les plateformes annexes. Je sais, toi, Ken, que tu as un avis là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, se dire que j'achète pour aller louer ensuite sur Airbnb, augmenter ma rentabilité, est-ce que c'est encore quelque chose d'actualité, d'intéressant, Elodie?
Oui, tout à fait. On le voit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se positionnent là-dessus et qui veulent justement faire de la courte durée de manière générale. Ça fonctionne bien. Juste attention quand même que ça devient fort réglementé dans certaines régions et que voilà, c'est plus aussi... c'est pas que c'est plus intéressant qu'avant, mais c'est plus réglementé qu'avant et donc faut pas faire n'importe quoi non plus si on veut être pérenne dans son activité. Oui, il y a une ordonnance là qui est tombée à Bruxelles il y a un mois, je pense, Sylvain. Alors la date, je ne la donnerai pas. En tout cas, qui est tombée oui, alors le Airbnb, c'est bien au niveau rentabilité, mais il faut pas oublier, c'est qu'il y a une gestion forcément derrière qui est beaucoup plus importante, donc c'est quand même à mesurer. Et alors, il n'y a pas de zone grise. Il y a une zone qui est bien blanche. Donc parce que parfois on entend oui, mais tout le monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de particuliers qui font un petit peu le truc de leur côté et à leur sauce, mais si vous êtes contrôlé, sachez-le, c'est qu'il y a une véritable législation au niveau du Airbnb. Donc ouais, non, clairement, et c'est vrai que ça évolue. Et toi Ken, justement, la location sur Airbnb aujourd'hui, parce que comme c'est un vrai phénomène, tu conseilles aux gens de le faire encore aujourd'hui? Non, pas du tout, surtout pas en privé. Donc en vrai, le Airbnb c'est quelque chose de professionnel, tu vois. Et donc je sais pas si je continue à parler ou pas. Je ne sais pas, je demande à la régie de me faire un petit signe. Est-ce qu'on nous entend quand on parle ou pas? Middle. Alors on va laisser la voix s'exprimer. Voilà, le train est arrivé. T'es sûr que t'es bien garé? C'est pas ouais, non, c'est bon. C'est pas ma voiture. Ken, donc je te repose la question par rapport à Airbnb. Ouais, donc pour l'Airbnb, non, je pense que c'est une mauvaise idée en privé. En fait, les gens, excuse-moi, les gens ont pris le train en marche. Ceux qui lancent l'Airbnb maintenant, je pense, un peu comme la crypto. Tu vois, t'as fait des super coups à l'époque. Maintenant, si tu veux faire de la crypto, faut être préparé, tu vois, tu n'y vas pas comme ça en disant tiens, je vais mettre sur la crypto et c'est parti. En fait, le Airbnb maintenant, il faut savoir que c'est un revenu professionnel qui est réglementé par la commune. Tu mets pas ton Airbnb où tu veux, c'est de l'hôtellerie, tu dois avoir une permission de la commune pour le faire. Et quand tu le fais, ces revenus-là sont professionnels. Donc quelqu'un qui dit ouais, mais ton appart en location à 1 000 € en Airbnb, tu peux le faire 2 000. Mais si tu gagnes 45 000 €, je pense, en Belgique, ton revenu professionnel vient s'additionner à ta base imposable. Au-dessus de 45 000, on est taxé à 50%. Tous les travaux que tu as fait, l'énergie que tu as mis pour gagner tes 2 000 € reviennent à 1 000. Donc faire du Airbnb, aujourd'hui, si tu le fais légalement en tout cas, et là je rejoins Sylvain, c'est qu'il y en a plein qui disent « Oh c'est bon, je ne serai pas pris ». Mais s'ils sont pris, il y a un retour de manivelle qui est beaucoup plus cher que si j'avais fait la location normale. On parle de 80 000 € d'amende, en tout cas dans l'ordonnance Rudy Vervoort qui est sur la table en ce moment. Et on en parlera vraiment dans un épisode qui va être enregistré la semaine prochaine, donc qui arrivera très vite sur notre chaîne YouTube. Alors Sylvain, Ken et Elodie, vous avez vos casquettes de coach, d'agent immobilier, mais je sais aussi que vous investissez dans l'immobilier. Alors maintenant, je voudrais vraiment que vous mettiez dans la peau de tous ces gens qui cherchent à investir. Aujourd'hui, tu dois investir. Tu regardes quelle zone, tu fais quoi, t'achètes tout, t'achètes comment, tu loues, tu fais quoi. Et je voudrais vraiment que vous me partagiez un maximum de bons plans. Arrêtez de les garder pour vous, quoi. C'est pas sympa, ça. Partagez à la communauté aujourd'hui. J'ai déjà partagé sur Conseil Immo et dans des podcasts. Donc moi, je suis fan des. On mettra le lien en commentaire. Avec plaisir, merci beaucoup. Moi, j'ai investi que dans des petites unités, des studios, dans des grosses copros, parce que j'ai du mal à accrocher un cadre. Donc, s'il y a des travaux à faire, je les ferai pas. Et j'ai pas envie de m'en occuper, d'organiser ça. Donc pour moi, sur Bruxelles en tout cas, parce que je n'ai investi que sur Bruxelles, ce qui est le plus rentable, c'est les studios parce que les premiers mètres carrés sont très chers à la location. Après, je sais que d'autres achètent des immeubles de rapport et tout. Ça, c'est pas mon délire. Donc j'ai 250 000 au lieu d'acheter à 250 000, j'en prends 2 à 125. Exactement. Plus intéressant. Elodie, un conseil? En fait, moi, je vais être plus nuancée, c'est-à-dire que ça te convient très bien à toi. Oui, attention, il faut rentrer dans le micro. Il y a d'autres personnes aussi, mais ça convient à moins, enfin pas à tout le monde non plus. Et donc c'est important en immobilier, on peut tout faire, on peut acheter des studios, on peut acheter des commerces, des immeubles, de la coloc, du Airbnb, on peut faire plein de choses. Je dirais qu'il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de gérer, dans quel marché, et qu'est-ce que je peux acheter au niveau financier. D'avoir une enveloppe, déjà rien que l'enveloppe va déterminer si on peut se positionner sur quelque chose de grand ou de petit, et dans quelle zone, vu qu'on a des prix, des baromètres de l'immobilier où on sait ce qu'on peut faire. Donc d'abord se poser les bonnes questions avant de se dire quoi faire, parce que voilà, ça peut très bien convenir à une personne, moins à l'autre, et ça, voilà, on a tendance parfois à l'oublier un petit peu. Sylvain, sur Bruxelles, quelles sont un peu les zones intéressantes aujourd'hui où on peut encore faire des bonnes affaires? Il n'y a pas de mauvaise zone. Il n'y a pas de mauvaise zone. Que ce soit Bruxelles ou que ce soit partout ailleurs. Finalement. On peut encore faire vraiment des bonnes affaires aujourd'hui. Alors de toute façon, il faut voir l'investissement immobilier toujours comme un investissement à long terme. Et sur un investissement à long terme, il n'y a pas de perdant. Et ça, on le voit. Moi, il y a des biens que j'ai vendus en 2010. Je me disais, bordel, je vais jamais le revendre. Et finalement, ces gens aujourd'hui gagnent leur vie, font une très belle plus-value sur ce type de bien. Donc en soi, les perspectives, elles sont bonnes, il ne faut pas avoir peur. Par rapport aux 250 000, plutôt que 2 à 125, je dirais plutôt, allez voir votre banque et regardez si avec 250 000 sur la table, combien est-ce que vous savez lever justement plutôt pour pouvoir faire encore une meilleure acquisition.
Ça aussi, c'est très important. Et voilà, c'est bien déjà. On peut faire plein de belles choses, hein. Franchement. Bah, En tout cas, acheter. En tout cas, on va vous suivre. Voilà, on le retient, on le dit chaque fois. Et c'est vrai que les petites unités vont toujours normalement offrir une meilleure rentabilité que quelque chose de beaucoup plus grand. On nous dit, on revient sur l'histoire des indépendants. On nous dit, pendant 3 ans, tu déclares full et ensuite moins. Ce serait le bon plan en tant qu'indépendant pour peut-être après être sexy auprès des banques. Si tu sais le faire, ouais. Hein. Mais c'est une solution, voilà, oui, comme dit Ken, c'est une solution parce que ça augmente. Un indépendant ou même en société, ils vont regarder ce sont tes revenus annuels. Donc c'est pas une fiche de salaire que tu vas t'octroyer pendant 3 mois, mais qui va faire que tu vas pouvoir forcément emprunter. Comment vous faites par exemple pour trouver le bon bien aujourd'hui? Vous allez sur Immoveland et vous cherchez, vous avez des vraies techniques, genre les ventes aux enchères, ça marche encore. Comment vous faites pour prospecter, c'est de trouver là la bonne affaire? Moi, tous les biens que j'ai trouvés, je les ai trouvés sur Immoveland. Ouais. Quel partenaire magnifique de cette émission. Immoveland. Et donc j'étais sur Immoveland, Ouais. tu vois. Et non, j'ai trouvé aussi via Winvest. Hein. Donc on a trouvé des biens via Winvest, via Immoveland. Et ça marche très très bien. Via aussi, tu as des marchands de biens. L'air de rien, des coachs immobiliers aussi ont des communautés. Dans ces communautés, parfois des gens sont vendeurs. Hop, ils mettent ça dans la communauté. Tu peux saisir des biens là-dessus aussi. Ouais. Donc il y a vraiment... Donc rejoindre des communautés, c'est aussi un bon plan qu'on peut partager. Clairement, en tout cas, quand tu veux faire de ton hobby, je vais dire au départ, parce que tu sais pas du jour au lendemain vivre de l'immobilier. Donc au départ, c'est un hobby dans lequel tu te professionnalises. Si tu veux faire ça, comme dans tout, tu dois étudier, tu dois apprendre, tu dois t'entourer. Et c'est comme ça que tu peux le faire dans l'immobilier pour réussir plus facilement et plus rapidement. Ken, je voudrais juste qu'on accueille 2 secondes le réalisateur de cette émission. Gaston qui est là. Gaston, viens 2 secondes, puisque Gaston il a pu bénéficier de la fameuse nouvelle loi sur le droit de préemption, le droit de préférence, et donc ça peut être intéressant justement qu'il en parle. Donc voilà, Gaston, c'est la première fois qu'on te voit. Tu peux prendre le micro de Ken 2 secondes. Gaston, c'est justement lui qui a 26. Gaston, parle bien dans le micro, hein, tu connais. Donc ton profil, 26 ans, CDI, 1800 €. Derrière, ton propriétaire te propose, veut vendre. Tu te positionnes grâce au droit de préemption. Donc t'avais le privilège de pouvoir déposer une offre et la banque a accepté finalement. C'est ça, en fait je gagne même pas 1800, je gagne 1600. Et comment t'as fait toi pour convaincre finalement? Parce que 1600 comme ça, t'as mis beaucoup d'apports propres quand même? Je lui ai fait un grand sourire. Et non, avec 30 000 € d'apport propre, j'ai pu de faire le prêt. Je résume, 30 000 € d'apport propre, 1600 €. Je suis indépendant complémentaire aussi. Le bien, tu l'as acheté combien? 195 000. Donc voilà, donc c'est intéressant, non ça, Sylvain? L'abattement Oui, aussi. c'est très bien. Voilà. Et le droit de préemption, rapidement, le droit de préférence, pour vous, c'est quelque chose de bien ou pas bien? On voit dans le cas, par exemple, de Gaston, ça a été une bonne chose. Non, c'est très bien. C'est très bien pour toi, Sylvain, le droit de C'est préférence? très bien, c'est la manière dont il est appliqué qui est mauvaise. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en soi, un propriétaire, il n'a jamais été contraire au fait de vendre à son locataire. Ouais. C'est bonjour, cher ami locataire, je vais vendre mon bien, est-ce que tu veux l'acheter? Oui. Aujourd'hui, le processus, effectivement, est très compliqué puisqu'il faut adresser un recommandé à son locataire avec toute une série de documents qui informent véritablement précisément sur le lot. Il faut pouvoir le décrire. Ensuite, le locataire, il va avoir 30 jours pour pouvoir répondre et dire s'il lève son droit de préférence ou non. Donc si les conditions sont renégociées parce que le locataire ne lève pas son droit et donc supposons on parle de 195 000 et le propriétaire obtient une offre à 190 000, il doit retourner chez son locataire qui a à nouveau 7 jours. Donc c'est intéressant mais le process c'est pas ouf. Ken? Toi qui aimes bien les petits tips and tricks, je vais t'en donner un. Ici le propriétaire était très gentil avec notre ami. En vrai, le conseil que moi je donne aux propriétaires, c'est dans l'offre qu'ils font, c'est d'être très très optimiste sur le prix. Tu vois, le propriétaire aurait pu faire une offre à 220. Peut-être qu'il la refuse. Après ça, il met en vente avec Winvest. Ou pas. Il met en vente avec une agence immobilière parce que l'air de rien, c'est un boulot. Et donc, une fois Century, une fois Winvest, une fois d'autres, c'est très bien qu'il y ait cette concurrence. Et donc, avec une agence immobilière pour pouvoir mettre le marché en concurrence avec son locataire. Ensuite, on va recevoir une offre. Et cette offre-là, il doit la représenter à son locataire. Okay. Mais ce qui est embêtant là-dedans, là je rejoins Sylvain à 100%, c'est que la mise en place de ce projet-là empêche au propriétaire qui n'est pas contre de vendre à son locataire de tester le prix de son bien. Et en fait, il faut tester son prix et une fois que le marché s'est positionné, parce que le seul qui décide, c'est le marché. Et donc, quand le marché a décidé, on dit à son locataire, voilà, le marché a décidé à tel prix, est-ce que t'es OK? Ça, je trouve que c'est top. Mais il faut laisser la possibilité au propriétaire de tester le marché d'abord.
C'était un épisode spécial en direct de Batibo. C'est la première fois qu'on sortait vraiment nos studios à la rencontre de plusieurs auditeurs. Donc je voulais vous remercier Sylvain, merci pour la Avec première plaisir. fois. J'espère Et merci pour que tu l'invitation. reviendras. Ken, merci encore une fois. Merci à Ken toi. est toujours là. Ken, c'est tu payes, tu dégages. Hein. C'est référence à une de tes punchlines et on adore tes punchlines et on a hâte de te retrouver pour un prochain tournage. Elodie, c'était court, rapide mais intense. Bref, mais On te retrouvera prochainement aussi. Merci Elodie. Je voudrais juste pour terminer vraiment parce que on voit beaucoup ma tête et mon visage, on voit très peu là. Vous avez vu Gaston. Je voudrais juste appeler Marie-Charlotte qui souffle déjà, qui est la patronne. Et alors Lila, elle est là, Lila ou pas? Lila n'est pas là. Lila a fouillé. Elle t'avait vu venir, on à mon va avis. juste accueillir la patronne 2 secondes. Est-ce que vous pourriez juste l'applaudir s'il vous plaît 2 secondes parce que c'est elle, c'est gênant et je voulais la gêner. Voilà. C'est hyper gênant, mais merci. Voilà, donc Marie-Charlotte, c'est elle qui est à la tête, donc celle qui a lancé le rendez-vous des proprios. Et alors, on a une grosse annonce à vous faire parce qu'on a reçu beaucoup de messages, Marie-Charlotte, sur l'investissement à l'étranger. Beaucoup de gens se posaient la question de est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir à l'étranger. Marie-Charlotte a lu ces petits messages et s'est dit c'est bon, je vais Ouais. tous vous envoyer en Espagne, je vais tous vous envoyer en France et au Maroc et vous allez vous mettre dans la peau d'un gars qui veut acheter à l'étranger. Et donc dans les prochains jours, on va partir en Espagne, c'est ça? Parle bien dans le Elle micro. partir en Espagne Ouais. et en France. Donc ça, c'est Ouais. Espagne, c'est dans 1 mois. Et puis en France, ce sera en mai. Voilà, donc lundi, sur notre chaîne à 18h, bah donc demain, à 10h. Ouais. À 10h, il y aura un premier épisode sur l'investissement à l'étranger et puis on partira dans quelques jours en Espagne et puis en France pour vous donner tous les bons plans. Il y a déjà Anthony qui est là, qui a déjà ses lunettes de soleil et son sombrero pour venir avec nous en Espagne. L'investissement à l'étranger rapidement, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Est-ce que par exemple au lieu de se dire j'ai investi en Belgique, est-ce que se dire ok je vais d'abord peut-être investir à l'étranger, est-ce que ça peut être un bon plan ou pas? Ouais, tout rapidement. dépend du projet. Si on Ok. a envie d'avoir une renta et en même temps de pouvoir en profiter, c'est clair que Mais l'Espagne. donc étudier la possibilité, c'est une c'est plutôt pas mal Ken. Ça dépend de ton patrimoine aussi, tu vois, si tu es déjà... excuse-moi, donc ça dépend du patrimoine aussi. Si tu es déjà très riche et que tu veux te faire un plaisir en plus, ou de simplement diversifier tes investissements, parce que les fiscalités sont pas les mêmes, les risques sont pas les mêmes. Moi j'ai un pote qui vient d'acheter une villa en Thaïlande, le risque est pas le même. Le rendement est très bon, mais c'est la Thaïlande, tu vois, on sait pas comment ça se passe là-bas. Et il y en a qui le font, une fois que tu es blindé, bah, tu commences à réfléchir autrement, tu vois. Eh ben voilà, on va aborder ce sujet-là dans 3 épisodes exceptionnels. Donc je vous invite à aller suivre la chaîne YouTube du Rendez-vous des Proprios. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission ici en direct de Batibo. Merci à vous. Je regardais quelques caméras, Gaston, pour remercier ceux qui nous regardent. Cette caméra-là, incroyable. Merci à vous de nous avoir suivis pour ces 2 épisodes hors série. On se donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube et Instagram. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Merci les amis, merci. Merci beaucoup. Bye.